Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore notre association, nous sommes une association de patientes de femmes atteintes de cancer. Nous avons trois missions: informer, accompagner et défendre les droits des femmes atteintes de cancer. Donc, nous les informons grâce notamment au Rose Magazine, dont voici le dernier exemplaire, le dernier numéro, mais également via notre site internet où vous pouvez trouver non seulement tous les articles du magazine, mais également des contenus exclusifs. Donc, le site, c'est rose-up.fr. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux, et pour celles qui n'habitent pas près de ces grandes villes, via des ateliers et des webinaires en ligne comme celui d'aujourd'hui. Et nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et aujourd'hui, je suis avec Hélène de la Ménardière pour un webinaire autour de la relation avec ses enfants quand on a un cancer métastatique. Je vous laisse vous présenter. Et donc Hélène, bonjour à toutes. Hélène de la Ménardière, je suis psychologue depuis 20 ans et j'ai travaillé 15 ans en oncologie dans un hôpital parisien avant de m'installer en libéral à Boulogne-Billancourt à côté de Paris, voilà, et toujours comme psychologue. Et voilà, et je travaille quasiment exclusivement avec des personnes qui sont touchées par la maladie, leurs proches, dits les aidants, et puis les soignants aussi. Voilà, et donc j'anime avec depuis 3 ans avec ma maison Rose Up des groupes de parole de femmes atteintes de cancer métastatique ou des femmes qui sont en rémission. Oui, parce qu'on rappelle que dans nos maisons Rose Up, on a un programme dédié aux aux femmes atteintes de cancer métastatique. Et je rappelle aussi que vous avez participé, toujours dans le dernier numéro de Rose Magazine, j'ai écrit un article sur vivre avec un cancer métastatique et cette urgence de vivre, donc, auquel vous avez participé. Donc, merci encore pour votre apport. Alors, je rappelle le fonctionnement de ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions si vous nous suivez via Zoom par l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Et pour celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, postez des commentaires en bas de ce live et je regarderai de temps en temps et je transmettrai les questions à Hélène de la Ménardière. Alors, on va commencer ce webinaire par une question très simple. C'est comment on annonce, enfin, est-ce qu'on doit annoncer déjà qu'on a un cancer métastatique à ses enfants et comment on le fait et également, est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'annoncer un cancer localisé et un cancer métastatique? C'est une grande question. On Oui, développe j'ai au beaucoup fur et à aussi. mesure. La plante au décor. Déjà, est-ce qu'il faut en parler à ses enfants? C'est toujours la grande question. Est-ce qu'on doit en parler à ses enfants? Parce que certaines femmes ont souvent peur de générer du stress auprès de leurs enfants. Je pense que déjà, la première chose, c'est qu'en tant que parents et notamment maman, on n'a jamais envie d'annoncer des mauvaises choses qui nous concernent à nos enfants. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est de toute façon quelque chose qui n'est pas du tout agréable, ne serait-ce que d'y penser. Donc, quand on y est confronté, on se pose différemment. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on l'annonce à ses enfants. Et ça, je pense que ça va partir à chacun en fonction de la relation qu'on a avec ses enfants, en fonction de l'âge de nos enfants et en fonction de ce qui nous paraît important. Après, en tant que psychologue, on sait que voilà, je sais que ce qui n'est pas dit peut être plus délétère que ce qui est dit. Voilà, donc ça, c'est vraiment important pour chacune, mais je pense que j'enfonce une porte ouverte aussi en vous le disant. Et après, l'annoncer à ses enfants, c'est se l'annoncer à soi-même aussi. Donc, c'est vrai que de dire à son enfant, voilà, je suis malade, que l'enfant ait 2 ans ou que l'enfant ait 25 ans, en fait, ça peut entrer en résonance de manière particulière pour chacune. Et la question après, c'est de savoir aussi, est-ce que vous avez l'habitude de parler avec vos enfants, de dire les choses qui vont et qui ne vont pas? On a chacun et chacune nos manières de communiquer aussi dans nos familles. Donc, parfois, de devoir dire des choses alors que habituellement on ne parle pas. Voilà, ou parfois, on a plus de facilité à communiquer. Et puis l'autre point aussi, c'est de réfléchir à ce qu'on a envie de dire pour l'instant. Donc il y a des personnes qui vont ne pas supporter l'idée de prononcer le mot cancer, d'autres pour qui ça va être facile. Et donc c'est vraiment intéressant de réfléchir à soi, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Est-ce qu'on a envie de le dire à tous ces enfants réunis ensemble ou à chacun pris les uns avec les autres? Et si on a un conjoint, est-ce que c'est avec le conjoint qui parle? Voilà, mais c'est vraiment une réflexion et qui peut avancer au fil du temps en fonction de ce que vous comprenez de la maladie, de ce que vous avez envie de dire.
Et je pense que ça s'applique pour que ce soit une maladie métastatique ou non métastatique, en fait. Oui. Voilà, est-ce qu'on va avoir des traitements qui vont être visibles ou pas? Qu'est-ce qu'on a envie d'en dire? Voilà, après, c'est sûr que quand on dit des choses, il faut être prêt aussi à ce qu'il y ait des questions des enfants, et voilà, qui peuvent être très cash pour Ouais. certains enfants. Les petits, ils sont très bons pour ça. Voilà, plus réservés pour certains. Puis en fonction d'un enfant à l'autre, s'il y a des fratries, vous le savez déjà par avance que ça va être différent. Mhm. Voilà, donc c'est sûr que quand on commence à dire quelque chose, c'est comment est-ce qu'on va être prêt à pouvoir y répondre ou pas, avec l'émotion aussi que ça va susciter chez chacune de vous. Et ça, quand on est psychologue et qu'on accompagne les personnes sur ces questions, voilà, on travaille aussi sur le fait que on peut être très ému de devoir partager certaines choses à ses enfants. Encore une fois, qu'on n'a pas envie de leur dire. Mhm. C'est-à-dire que voilà, c'est plus simple de dire on part en vacances à l'autre bout de la France pendant 2 semaines avec une super piscine que de dire voilà, j'ai une maladie grave avec des traitements qui vont nous empêcher de partir en vacances. Voilà. Et alors, il y a deux situations avec un cancer métastatique. Il peut être diagnostiqué métastatique d'emblée ou faire suite à un cancer localisé qui a Bien sûr. récidivé. Mm. Est-ce que vous avez remarqué une différence dans l'annonce auprès de vos patientes? Est-ce que quand il est localisé, qui est récidive, il y a une façon d'aborder les choses différentes? On comprend que c'est très, très personnel, mais est-ce qu'il y a une différence dans les mots employés Bah, moi, je trouve que en fait, on s'appuie sur ce qu'on a déjà vécu. Donc, Mhm. là aussi, j'ajouterais même dans ce que vous dites, par exemple, est-ce qu'il y a déjà eu des situations dans la famille, notamment, je pense au cancer génétique. Donc, en fait, s'il y a déjà eu une tante ou une grand-mère ou une sœur, on va pas du tout l'annoncer de la même manière. Et en fonction de ce qui est advenu, si la personne est en rémission ou pas, si la personne malheureusement est décédée, bah, en fait, on ne va pas du tout parler de la même chose, vous voyez. Donc, Mhm. c'est vrai que la manière de l'annoncer, de dire je suis à nouveau malade ou on vient de me diagnostiquer une maladie, c'est pour ça que j'étais très fatiguée. Enfin, vous voyez, en fait, moi, dans le travail que je fais bah, voilà, depuis toutes ces années avec les personnes, c'est de partir de ce qu'on sait et de ce qui a préexisté avant. Par exemple, si la personne a été très fatiguée, d'expliquer que maintenant on sait pourquoi. S'il y a déjà eu des maladies dans la famille, d'expliquer que voilà, c'est comme un tel ou un tel. Donc, c'est plutôt s'appuyer sur l'histoire Mhm. pour pouvoir avancer et partir de ce qu'on a déjà pu dire ou de ce qu'on sait déjà. Et quand le cancer est diagnostiqué d'emblée métastatique, Mm, est-ce qu'il vaut mieux y aller par étapes et parler déjà du cancer avant de parler du fait que mm, c'est une maladie chronique donc on sera tout le temps potentiellement en traitement, ou en tout cas on oscillera entre des périodes de rémission et de rechute? mm. Ou- Bah là, je pense que ça, en fait, ça rejoint ce que je disais au début, ce que vous soulignez aussi, c'est-à-dire que ça dépend aussi beaucoup de chacune. Moi, et de déjà ce qu'on a compris soi, de ce que les médecins ont expliqué. Donc après, les informations reçues en fonction des équipes médicales peuvent aussi varier. Et puis après, ça va dépendre de ce qu'on a déjà envie de dévoiler et de se dévoiler à soi-même. Et donc voilà, comment est-ce que moi, je suis plutôt, j'encourage à ce que les choses soient plutôt dites. Mhm. Voilà, je trouve que le terme de chronicité est intéressant Oui. parce que ça dit que la maladie sera toujours là, qu'on ne va pas en guérir. Mais voilà, est-ce qu'on est prêt à le dire à ses enfants? Enfin voilà, c'est ça qui est important. Après, d'aller dans la description, par exemple, des sites métastatiques, Oui. je ne sais pas si c'est forcément utile. Et là aussi, ça va dépendre de chacun. Par exemple, quelqu'un qui va être une femme qui va être douloureuse avec des métastases osseuses, va peut-être parfois pouvoir dire, bah voilà, je sais maintenant pourquoi j'ai mal, tu vois, c'est parce que la maladie est aussi là. Donc là, ça peut en fait être rassurant pour les enfants, même adultes, hein, de mieux Oui. comprendre. Après, voilà, d'y aller par le menu, il y a des sites métastatiques qui vont être plus angoissants que d'autres, et donc ça va dépendre de chacun. Il y en a qui ont vraiment besoin de partager parce que c'est dans leur manière de faire familialement, et puis d'autres, voilà, qui veulent pas forcément trop, trop charger la barque pendant un temps. Voilà. Mhm. Alors, ce qui transparaissait, du coup, quand j'ai travaillé sur cet article, c'est que les personnes atteintes d'un cancer métastatique, elles ressentent le temps qui passe de façon un peu différente de leur entourage, ce qui peut provoquer des fois des confrontations ou des décalages, et notamment avec leurs enfants. Parce que là, nous ont rejoint certaines femmes qui ont des enfants qui sont maintenant grands, qui ont une vingtaine d'années, voire beaucoup plus vieux. Comment on peut concilier
cette envie de profiter de la vie au maximum avec la vie de nos enfants qui sont soit en bas âge, qui ont envie de s'amuser, ou qui sont adolescents, qui sont en train de s'émanciper, ou alors carrément des adultes qui ont leur propre vie. C'est des questionnements qui, j'imagine, reviennent souvent. L'accordage. Ouais. Oui, en fait, c'est toute la difficulté. En tout cas, ce que je trouve, ce que disent beaucoup de femmes, notamment dans les groupes là, que je peux animer ou co-animer là, avec Aurélie, c'est vraiment de savoir comment est-ce que, en fait, chacune, alors ça m'intéresserait de voir s'il y en a qui sont en adéquation avec ça, dans celles qui sont connectées, mais je pense que oui, c'est-à-dire qu'aucune n'a envie que la maladie interfère avec leur vie de famille. Et donc, en fait, c'est une espèce de tension permanente sur, on part en balade, j'ai envie de la faire, mais en fait, je suis trop fatiguée et c'est à cause de la maladie. Oui. Donc, il y a des renoncements permanents, des frustrations permanentes pour la personne, mais que la personne doit, enfin, c'est la maladie, mais qu'elle doit imposer à sa famille là où elle ne veut pas. Et qui est plus ou moins compris par les enfants qu'ils aient 8 ans, 15 ans, 25 ans ou 30 ans. Et surtout quand ça s'inscrit dans la durée, de comprendre que c'est lancinant et que ça revient régulièrement. C'est plutôt ça. Et finalement, cet accordage, ça va être j'ai envie, mais je ne peux pas. D'accord. Et je dois renoncer. Et les enfants ont envie, par exemple, de faire un jeu avec leur maman, mais elle va être trop fatiguée ou elle va être douloureuse. Voilà. Et en fait, c'est des renoncements et des frustrations qui sont vraiment importantes et puis qui sont répétées. Donc, c'est plutôt ça qui n'est pas forcément simple. Et puis après, en fonction de chacun des enfants, il y en a qui vont pouvoir l'accueillir comme c'est, d'autres qui vont être beaucoup plus en révolte et vont critiquer la maman qui ne ferait pas d'efforts, notamment je pense aux adolescents qui peuvent être assez virulents. C'est pas qu'ils sont méchants, mais en fait ils sont agacés parce qu'ils veulent pas de ça. Voilà, donc chacun réagit comme il peut face à cette maladie qui façonne le quotidien en fait. Oui. Alors justement, on en profite, les personnes qui sont connectées, si vous avez des expériences comme ça à nous partager, ça permet d'aussi rebondir dessus. Moi, je me souviens quand on a écrit l'article d'une femme qui avait très envie de partir en vacances avec ses enfants, mais qui était étudiant et que du coup, ils n'avaient pas forcément la possibilité de partir en vacances parce que leurs agendas ne le permettaient pas. Ça, c'est aussi des sources de frustration qu'il faut réussir à gérer. Ouais. En fait, déjà, il y a à accueillir le fait d'être malade, d'être en traitement de manière plus ou moins longue, régulière, répétée. Et en plus, on doit charger sur des renoncements, sur des choses qui paraissent assez naturelles et simples que d'une vie en famille. Et je pense que c'est parfois, ce que me disent certaines personnes, c'est que c'est parfois ça qui est le plus difficile que finalement la maladie elle-même. Enfin, vous voyez, certaines personnes qui en arrivent à se dire finalement ce qui est le plus difficile, c'est tous ces renoncements là où on a envie en fait de vivre. Et en plus, les équipes médicales insistent sur le fait qu'il faut vivre normalement, sauf que parfois, c'est pas toujours possible. Oui, entre les douleurs, les examens médicaux à passer, Exactement. les traitements. Exactement. Et à contrario, il y avait certaines femmes qui aussi n'osaient pas justement parler de leur douleur ou des choses qui pouvaient les freiner parce qu'elles ne voulaient pas non plus que les enfants s'empêchent de vivre parce qu'elles elles étaient malades. C'est le pendant. Ouais. Elles sont nombreuses, les mamans, je trouve, à prendre beaucoup sur elles ou à faire de la rétention d'informations pour donner à voir une vie la plus normale possible. Là, je pense que c'est assez naturel et spontané chez beaucoup de mamans, en fait, quel que soit l'âge de leurs enfants, pour faire comme si, pour donner à voir quelque chose d'une maman qui aurait une vie, entre guillemets, normale. Et du coup, quand on a des enfants qui sont plutôt, qui deviennent presque des parents, qui a ce changement de statut, comment on peut réagir? Est-ce qu'il faut les laisser faire? Est-ce qu'il faut leur rappeler de rester dans leur rôle d'enfant? J'ai pas compris votre question. Quand les enfants s'arrêtent un peu de vivre leur vie d'enfant parce qu'ils ont envie de rester avec leurs parents malades, Ah oui, s'en occuper ou faire des oui, tâches qui d'habitude oui. ne font pas.
Ouais, bah oui, oui, bien sûr, j'ai compris, je suis désolée. Je vous en prie, j'ai En fait, oui, oui, bah effectivement, en fait, c'est comment est-ce que c'est ça qui est pas toujours simple, c'est comment est-ce qu'on va donner l'autorisation à ses propres enfants de vaquer à leurs occupations, de vivre leur vie et de pas être à l'arrêt. Et en même temps, on voit bien qu'il y a certaines mamans qui parfois vont dire, bah d'accord, tu as envie de m'aider, donc fais-le, mais ensuite, c'est donner l'autorisation et la liberté à. Mhm. Et c'est pas toujours simple, en fait, il peut y avoir beaucoup de culpabilité aussi. Ça, moi, c'est des choses qu'on accompagne quand on est psychologue chez les enfants ou chez les conjoints, de dire toute leur culpabilité, d'avoir une vie normale, de pouvoir partir en vacances, voilà. Mhm. Mais Mm. du coup, quand on a des enfants, par exemple, en bas âge ou des ados Mm. qui passent un peu trop de temps à la maison parce qu'ils veulent rester avec leurs parents, Mm. est-ce qu'il faut vraiment les pousser à sortir que... Bah, moi, je trouve que c'est tout à faire de dosage, c'est-à-dire qu'en fait, d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils essayent où est-ce qu'ils essayent de retrouver, de se rassurer, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être là comme ça à la maison, ou pourquoi est-ce qu'ils s'interdisent. Mhm. Est-ce que c'est contextuel? Parce qu'il n'y a que eux, il y a des enfants qui sont aidants, hein. Oui. Il y a une association d'ailleurs qui est très bien, qui s'appelle Jade, qui a développé des enfants qui sont aidants parce qu'il y a des familles monoparentales et parce qu'il y a des enfants de 7-8 ans qui aident leurs parents comme un conjoint ou un compagnon le ferait, quoi. Donc ça, c'est quand même une réalité et je ne sais pas si dans les femmes connectées, elles peuvent vivre ça, hein. Mais après, c'est comment est-ce qu'on va justement donner l'autorisation aux enfants en les rassurant sur le fait qu'ils peuvent. Mhm. Et là, c'est vrai que parfois, on peut avoir besoin du relais d'une psychologue ou d'un soignant qui va pouvoir faciliter ça. Mhm. Est-ce que c'est... on parlait de ces enfants aidants Mm. en bas âge, en bas âge, Oui, mais même adolescents, enfin voilà, oui, qui adolescents. jonglent entre leurs cours, la maman malade, les frères et sœurs. C'est la J'imagine, réalité de beaucoup d'enfants, hein. ouais. Et j'imagine que ça a des répercussions aussi dans leur vie adulte, cette position-là. Bah, en fait, ça peut en avoir après à l'âge adulte, mais je pense que c'est comme tout événement de chacune de nos histoires. Ça peut être à la fois très structurant Mhm. et puis pour certains plus néfaste. Mhm. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment des associations, là je parlais de Jade parce que c'est une association qui œuvre vraiment à ça depuis maintenant plusieurs années, peuvent vraiment être des lieux ressources pour que les enfants, adolescents ou jeunes adultes prennent la mesure de la tâche qui leur incombe et de voir quel relais ils peuvent avoir pour pouvoir restaurer leur place d'enfant. D'accord. Et comment on peut aider les mamans, notamment, ou parfois les papas aussi, à, à trouver des relais pour que les enfants puissent retrouver leur place d'enfant. Mais c'est Mhm. pas toujours possible, hein. Oui. Malheureusement, pas toujours possible en fonction des contextes sociaux, des contextes des maladies, des lieux où les personnes vivent, il y a plus ou moins de relais. Ouais. Voilà. Mais voilà, après, tous les événements de notre histoire nous marquent voilà, de manière plus ou moins bénéfique ou Oui, très ça dépend. encourageante pour l'existence. Ça peut apporter une force. Et puis, il y en a pour qui ça va être voilà, plus déstabilisant aussi. Mhm. Ça dépend ce qu'on en fait par Oui, la suite. voilà. Est-ce qu'on peut en faire aussi? Ouais. Mm. Alors, il y a Flavie qui nous dit en effet qu'elle est toujours partagée entre le fait que la vie de ses enfants ne doit pas changer et le fait qu'ils ignorent cette maladie au quotidien. Oui, Il y a cette ambivalence aussi quand on a un oui, cancer bien sûr. métastatique, ça ne se voit Oui. pas forcément au quotidien. Du Non, coup, non. les proches peuvent l'oublier. Oui, exactement. Et c'est, en fait, il y a effectivement le souhait de beaucoup de mamans, notamment que la maladie et que la vie, pardon, soit la plus normale possible. Les enfants, notamment les petits, ils ont un rapport au temps tel qu'en fait, ils peuvent aller de quelque chose de très embêtant dans la famille, puis ensuite jouer et rire avec leurs amis comme si tout était normal. Donc ça, c'est aussi leur force. Et puis après, effectivement, euh, la maladie chronique et en fonction des traitements que les unes et les autres vous pouvez avoir, qui sont parfois et qui sont souvent de moins en moins visibles. Oui. Il y a beaucoup moins d'alopécie, il y a beaucoup moins voilà, de stigmates des maladies, qui fait que ça peut le rendre invisible. Donc, ça peut être assez confortable et en même temps, pas tout le temps. Parce que parfois, on peut être fatigué ou parfois, le fait de le redire encore une fois, on a l'impression d'être une empêcheuse de tourner en rond. Et c'est toute la subtilité et c'est ça qui n'est pas toujours simple dans le sens d'être reconnu aussi comme n'ayant pas toutes ses capacités et en même temps, on veut donner à voir qu'on a tout. Donc, voilà, il y a une espèce d'ambivalence en permanence pour les mamans, je trouve, qui est vraiment très forte. Oui. Il y a Delphine oui, qui nous dit aussi un peu ça. Elle a un adolescent de 16 ans
alors, si je comprends bien, qui renonce à faire certaines choses quand elle est fatiguée ou douloureuse, que c'est culpabilisant pour elle. Elle se sent aussi coupable quand son ado l'aide. Oui. Et apparemment, lui-même ne le vit pas forcément très bien. Mm. Et elle aimerait que parfois, il explose un peu Mm. plus, qu'il s'exprime un peu plus, parce qu'il a l'impression qu'il retient beaucoup de choses. Ouais. Selon elle, c'est pas mieux de tout. Ouais. Ouais. Bah, c'est sûr que ça, moi je trouve que ces situations, ça peut susciter beaucoup de culpabilité chez la maman. Mhm. Voilà, et de sentir que l'enfant, en même temps, il veut aider et en même temps, il n'en a pas envie, et ce qui est normal, hein. Et après, c'est peut-être, je ne sais pas si, en fonction de là où est cette femme, de voir s'il peut y avoir des relais avec des professionnels qui connaissent bien ces situations. Justement, elle Je peux demandait, cette situation. ouais, elle demandait justement s'il fallait faire appel à un psychologue dans ce Bah, cas. moi, je pense que ça peut être intéressant, et notamment enfin, en fonction de là où on est soigné, il y a des centres quand même où il peut y avoir des psychologues qui peuvent recevoir les proches, donc Mhm. voir si ça existe là où vous êtes soigné ou des relais en ville. Et Mhm. puis après, il y a ces associations là dont je parlais, Jade, voilà, qui peut peut-être être un relais aussi pour son fils. Oui, parce que c'est pas toujours évident pour enfin, de proposer déjà à un adolescent d'aller voir un psychologue. C'est encore C'est sûr. tabou. Voilà. Après, ça peut être de dire, bah voilà, la situation qu'on vit est pas normale en fait, Ouais. et elle est quand même pas simple pour toi notamment. Tu es adolescent, il y a beaucoup de choses qu'on te demande, et bah, il y a des lieux où en fait il y a d'autres adolescents qui vivent des situations similaires. Mhm. Et voilà. Et je pense que ce serait bien que tu puisses aller rencontrer soit d'autres jeunes, soit des professionnels. Donc, juste lui faire prendre Moi, je conscience pense proposer, ouais. ouais, qu'il n'est pas Et tout seul. non, non, et puis d'avoir des relais, effectivement, si on peut en avoir à proximité. Mhm. Alors, il y a Sandrine qui, elle, a une fille de 17 ans qui prépare son pilulier avec elle chaque semaine. Mm. Et apparemment, elle a trouvé un équilibre elle arrive à prévoir des vacances et des sorties. Bien. Mm. Oui, parfois, il y a des enfants, en fait, qui ont besoin de participer, c'est-à-dire de préparer le pilulier. Donc, ça, la personne n'est pas en état, bon, du coup, la personne prend le relais. Mais parfois, il y a des enfants qui ont besoin d'aider, d'aller chercher un médicament, d'aller chercher, je sais pas, des pansements quand il y a des soins, pour aider l'infirmière qui vient. Voilà, donc c'est une manière aussi de participer et de montrer qu'on est là pour aider le parent. D'accord. Donc, il faut pas forcément les empêcher. Empêcher? Non, bah, en fait, j'ai envie de prendre alors, sur un exemple qui est quand même beaucoup plus agréable. Une maman qui a un enfant, un petit nourrisson, et qui a un enfant, même adolescent, ou un enfant en primaire ou en maternelle, qui veut aider sa maman. Et c'est vrai que spontanément, ça, on l'envisage plus que la question du Ouais, pilulier. c'est Mais vrai. finalement, je trouve que c'est intéressant que les enfants aient envie comme ça d'aider. C'est une manière pour eux de participer voilà, à ce qui se passe pour la maman. Et il n'y a pas de question d'âge. Ils peuvent le faire à n'importe Non, quel moi, âge. je trouve qu'il y a vraiment tous les âges avec des actions parfois similaires. Et de la même manière, on parlait au tout début de dire ou pas dire. Moi, j'ai vu des situations où des personnes disaient non, non, mais je ne peux pas du tout en parler à mes enfants, ils sont beaucoup trop jeunes. Et les enfants avaient entre 16 et 20 ans. Là où la même journée, ça m'est déjà arrivé d'avoir des parents qui me disaient, mais bien sûr, on va en parler à nos enfants. Et les enfants étaient tout petits. Donc, c'est Oui, intéressant de voir en fonction de chacun ouais, comment en fait on va être amené à gérer le quotidien, l'information, les soins. Mhm. Donc, en fait, il y a pas, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, mais Non, mais c'est intéressant de pouvoir réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que plus il y a l'information, ça c'est sûr que ça peut aider, mais il faut être capable de la donner, cette information. Et quand mhm. c'est trop fragilisant pour soi, bah, parfois on peut aussi décider de la différer, Mhm. parce que si soi-même on la supporte pas, en fait c'est compliqué de la partager, notamment à ses enfants. Et est-ce que dans ces cas-là, on peut faire appel à d'autres membres de la famille si c'est une question trop sensible pour soi? Est-ce qu'on Oui, peut... c'est intéressant. Moi, je trouve votre remarque parce que moi, parfois, alors, je trouve que c'est pas aux soignants en fait de dire les choses parce qu'on n'est pas dans leur vie quotidienne, et ça ne nous appartient pas. Et notamment la maman, elle connaît très bien ses enfants, donc elle est à même. Voilà, mais oui, parfois, on peut avoir des relais. Moi, ça m'arrive de travailler ça, de dire bah voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être le papa de vos enfants, ça peut être une grand-mère qui peut être là avec vous. Voilà, est-ce que ça pourrait vous aider? Ok. Voilà, ou la préparation des médicaments, vous parlez du pilulier, bah, si on trouve que c'est un peu trop, ou que l'enfant, selon soi, en fait trop, ou c'est trop, dire, bah tiens, tu sais, là tu m'aides pour ça, mais là c'est bon, je vais le faire. Enfin, vous voyez, c'est comment est-ce que la maman
redoser en permanence dans ce qui va être bon pour son enfant. Et Ok. bon, parfois, la fatigue est telle ou la préoccupation est telle qu'on arrive plus ou moins, mais... Oui, puis ça, oui, voilà, ça peut aussi dépendre de la période où on en est, parce que Exactement. En les fonction de la nouvelles- période, en fonction de l'appréhension des nouveaux résultats. Donc, il y a un moment, on peut demander moins d'aide, et puis à un Oui, moment, demander bien plus. sûr. C'est pas Oui, bien sûr, bien sûr. empêcher. Non. Il y a Sandrine, donc, je rappelle, dont la fille de 17 ans prépare le pilulier. Sandrine nous dit qu'elle a accepté une séance de psy par téléphone, mais plus pour lui faire plaisir, pour faire Oui, ça arrive parfois. Et depuis, c'est un refus catégorique. Donc, c'est sa fille qui par Mm. ailleurs, prévoit des vacances et arrive à faire des sorties, etc. Ouais. Bah, en fait, c'est intéressant de lui avoir proposé. Et après, il y a déjà l'histoire de la rencontre avec le psy, hein. Même quand on est adulte, c'est pareil. Et puis, il y a aussi le fait que si elle fait pour faire plaisir et que pour elle, c'est bien, elle n'a pas forcément besoin de plus. Après, moi, je trouve ça bien que sa fille ait pu entendre que sa maman se demandait si c'était pas trop pour elle et Mhm. qu'elle ait pu lui dire. Mhm. Et du coup, bah, la jeune, elle l'entend et Il n'y a pas besoin d'insister. elle n'a pas forcément besoin de plus. Est-ce qu'il faut essayer de comprendre d'où vient le refus, si c'est vraiment parce qu'elle ne veut pas en La parler? maman, elle peut toujours demander en fait en disant bah tiens, qu'est-ce qui fait que t'as pas envie? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou pas? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça, je trouve que c'est des bonnes questions. Mhm. Après, nous aussi adultes, c'est-à-dire que moi, dans le service où je travaillais, quand on tannait, quand il y avait des personnes qui étaient tannées pour absolument rencontrer un psychologue, ça peut être contre-productif aussi quand on Oui. est adulte. Et peut-être que vous en avez déjà fait les frais les unes et les autres, hein, donc. Et puis peut-être que vous aussi, là, vous participez à ce webinaire, mais vous-même, vous n'avez pas forcément envie ou besoin de voir un psychologue pour plein de raisons et que vous avez d'autres relais. Mhm. Ce qu'on s'applique à soi, on peut aussi y réfléchir pour nos enfants. Oui. Et puis parfois, on peut contacter un psychologue pour parler de ses enfants et Oui. pour avoir une aide aussi à décider ou à réfléchir. Ça peut être un bon support aussi. Il y a Sans des avoir. personnes qui m'appellent ou qui prennent rendez-vous avec moi ou qui viennent me voir au cabinet, et je faisais ça aussi à l'hôpital. Pour dire, bah voilà, ce qui se passe à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que je pourrais en parler à mes enfants? Moi, je voyais beaucoup de parents pour savoir comment dire à leurs enfants. Donc ça peut être un relais sans forcément que les enfants voient le psy. C'est ça, ils ont pas forcément besoin d'être Ça là. s'appelle de l'aide à la parentalité, on appelle ça dans un D'accord. jargon plus que sans forcément qu'il y ait de la maladie d'ailleurs. Oui. Alors, il y a Flavie qui nous dit à peu près la même chose. Donc, elle a tenté d'orienter son ado de 16 ans vers un psychologue. Et il a fait une séance. Et il lui a dit que c'était bon et qu'il arrêtait. Et elle se demandait si, du coup, il fallait Bah oui. arrêter. Bon, Euh, après, les ados, c'est quand même moins facile de les emmener à des consultations de toute façon. oui. De toute façon, avec ou sans maladie. Donc, Oui. c'est moins évident pour eux. Et un Mhm. enfant de 7 8 ans, au lieu de aller voir le psychologue pour parler, il y va beaucoup bien plus volontiers que quelqu'un qui a 15 ans, quoi. Ouais. De toute façon, il y a cette période-là. Et après, moi, je trouve que c'est intéressant de lui dire, bah, ok, d'accord, tu veux pas y retourner. Très bien, bah, si jamais tu sens que tu as besoin, aussi, moi, je trouve que c'est important de t'en reparler, je t'en reparlerai. Mhm. Mhm. Et Alors, voilà. Flavie complète en disant que pour lui, comme elle est soignée, tout va bien. Ben voilà. Mais ça s'appelle, oui, ça s'appelle des mécanismes de défense. Donc, c'est bien. Mhm. Les enfants, ils ont besoin de se rassurer aussi comme ça, hein. C'est pas forcément du déni, c'est. Non, non, non. Après, je sais pas quel est le degré d'information de cet enfant, etc. Mais ce jeune. Mais je pense que c'est aussi de dire, bon, bah voilà, j'ai pas envie d'en parler plus. Oui. Et donc, t'es soigné, donc c'est sous contrôle. Et moi, j'ai pas envie de m'attarder plus sur la situation. Donc, c'est pas la Ça, première. c'est, en fait, on a tous nos mécanismes de défense et les enfants, ils peuvent avoir aussi les leurs, hein. Mhm. Donc, Mais c'est vrai que c'est souvent inquiétant pour un parent de voir son enfant se renfermer et ne pas parler. bien Euh, sûr. à quel moment ça devient inquiétant et à quel moment il faut réagir. Bien sûr. Bah ça, c'est en fait, c'est le questionnement que beaucoup de parents qui ont des enfants adolescents chez eux, avec ou sans la maladie, hein, métastatique, se Oui. posent. C'est-à-dire qu'en fait, à quel moment on voit un mal-être, etc. Donc là, c'est intéressant, peut-être même moi, je pense d'en reparler, de dire, écoute, là, moi, je vois vraiment que ça va pas, ou par rapport à notre chute, ou il y a des signaux comme ça, en fait, qui peuvent alerter les parents, et Mhm. de proposer ou de reproposer. D'accord. On doit travailler avec des éducateurs, enfin voilà, avec ceux qui peuvent être des relais et qu'on peut trouver autour de chez soi, en fait.
Et notamment les professeurs, il faut qu'ils soient au courant à l'école. Moi, je trouve qu'il est bon que les écoles soient informées, par exemple la direction, le professeur principal ou l'enseignant quand c'est en primaire ou en maternelle, de pouvoir dire voilà ce qui se passe chez nous. Et après, et encore une fois, il y a des personnes, et c'est peut-être le cas dans celles qui sont connectées, qui ne souhaitent pas que ça se sache, Mhm. qui l'ont peut-être même pas dit à leurs enfants, peut-être que les enfants savent qu'elles sont malades, et puis moi j'ai eu une situation l'autre jour, les personnes m'ont dit bah, nous on peut pas dire qu'on a une maladie métastatique parce qu'il y a 3 semaines on a enterré une amie qui avait la même maladie. Donc en fait aujourd'hui on peut pas le dire. Mhm. Voilà, mais là aussi c'est l'histoire en fait qui fait qu'on dit ou pas. Et après il y a des personnes qui veulent pas le dire à l'école parce qu'elles veulent pas que leurs enfants soient regardés bizarrement. Enfin il y a des appréhensions aussi, hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins droits. Mhm. Mhm. Voilà, après, moi, je trouve que quand les, les traitements et ou la maladie ont des conséquences sur le quotidien, notamment de l'enfant, sur la réorganisation, sur des allées et venues, de changement de maison, moi, je trouve que c'est intéressant quand même d'en dire quelque chose. Mhm. Voilà. Pour que Mais les gens comprennent d'où vient moi, ces je trouve changements. ça quand même important parce que ça permet que les enseignants le savent, Mhm. le Euh, sachent. oui. Alors, on a beaucoup parlé des enfants quand ils sont encore dans le giron familial. Oui, il y a aussi des Il y a adultes. aussi des femmes dont les enfants sont grands et qui ont leur propre famille. Oui, D'ailleurs, quand on devient adulte, enfin, ça dépend de chacun, mais peut-être qu'on passe moins de temps à prendre des nouvelles de ses parents parce qu'on ne vit pas avec. Est-ce que il faut les tenir au courant du coup? Est-ce que, vu que ça les impacte pas vraiment directement parce qu'ils sont pas, ils sont partis de la maison, Mm. quelle Bah, là difficulté. aussi, en fait, j'ai envie de répondre, ça dépend beaucoup aussi de la structure familiale, de comment on communique les informations. Mhm. J'ai des personnes en fait qui ne souhaitaient pas tenir informées, pour là aussi pour pas embêter dans la vie adulte ou quand des enfants deviennent eux-mêmes parents, de pas briser un peu ce quotidien un peu idyllique que certains sont en train de vivre. Voilà, après là aussi ça appartient à chacun. Après moi je suis quand même plus encline à pouvoir en dire quelque chose, Mhm. et à tenir des nouvelles, et à informer. Et après ce qui est sûr, c'est qui est pas facile, c'est pour les parents d'enfants adultes, il y a ses propres attentes en tant que parent. Donc, de savoir, bah, tiens, il m'appelle pas beaucoup alors que je suis malade, ou ah, bah, il a raison et en fait, c'est sa vie et moi, ça me convient. Et en fonction de chacun et de nos souhaits et nos attentes, là aussi, on peut être très déçu, frustré. Et puis, il y a des enfants adultes qui sont inquiets et qui savent pas comment parler avec leurs parents, Oui. qui savent pas comment être là. Donc, en fait, ils vont pas appeler. Enfin, là aussi, on peut retrouver des attitudes qui sont pas forcément toujours évidentes. Donc, euh, c'est globalement, moi, je trouve quand même que les enfants, ils ont quand même envie de savoir où en est leurs parents. Mhm. Et je trouve ça intéressant pour des parents qui ont des enfants adultes de pouvoir, je le conseille aussi pour avec le conjoint ou avec les amis, c'est vous le baromètre et c'est vous qui savez ce dont vous avez besoin. Mhm. Et donc, vous pouvez dire à vos enfants, bah tiens, moi j'aimerais bien que tu m'appelles un peu plus souvent, est-ce que c'est possible? Juste pour me donner de tes nouvelles de ton quotidien, par exemple. Est-ce que c'est possible pour toi ou pas? Vous voyez, D'accord. mais c'est de pouvoir dire en tout cas vos besoins Mhm. et de voir après, est-ce que l'enfant est en capacité d'y répondre? Est-ce qu'il est trop inquiet? Est-ce que il y a quelques temps, il y avait un groupe en ligne là, avec des femmes du cancer du sein métastatique il y avait une qui disait bah voilà, moi j'ai compris que mon fils il a besoin de faire comme si tout allait très bien. Oui. Donc ils faisaient des travaux de rénovation dans leur maison et en fait ils disaient maman prends la truelle. Voilà, et j'ai très bien que pour lui c'était une manière de surtout pas voir que sa maman était plus fatiguée que la semaine d'avant. D'ignorer ça. Et voilà, je pense que c'est un peu le jeu du chat et de la souris parfois aussi. Oui, vous le dites très bien, il y a les attentes, les besoins De chacun. de chacun. Et Et parfois ça ne se rencontre pas. exactement, Et, ouais. et puis, en plus, dans le cancer métastatique, pardon, ce qui est extrêmement difficile, c'est cette chronicité. Ouais. Et quand ça s'inscrit dans le temps, 3, 4 ans, et qu'il y a quelque chose en fait qui s'est un peu normalisé, alors que les femmes, bah, ça ne se normalise pas parce qu'elles ressentent des choses dans leur corps, parce qu'elles ont les rendez-vous, parce qu'elles ont les effets secondaires, qui Oui. sont très invisibles quand même pour beaucoup. Et donc, bah voilà, parfois ça arrange aussi les proches de ne pas voir.
Mhm. Et ça peut arranger la personne elle-même malade que ça ne se voit pas pour pas le dire. Enfin, vous voyez, donc c'est un espèce de jeu, je trouve, qui n'est pas toujours simple pour que chacun s'accorde. Oui, c'est ce qui transparaissait, c'est que ces périodes où on va mieux et on va moins bien. Oui, Et puis il y a aussi des femmes qui disaient que ces enfants l'appelaient tous les jours et finalement ça l'énervait parce que exactement. C'est ça intéressant ce que savait vous pas diite. quoi Oui, répondre. Et à contrario, il y avait d'autres femmes où les enfants les appelaient rarement et du coup ça les énervait autant parce qu'ils oui. prenaient plus de nouvelles. Mm, Et vraiment, il y a toujours un peu mm, cette ambivalence oui. à gérer. Mais vous savez, là, tout à l'heure, je prenais l'exemple des enfants qui veulent changer la couche de leur petit frère, leur petite sœur. Pour prendre aussi un exemple en dehors de la maladie, en fait, c'est quand il y a moi j'ai dans mon cabinet des personnes qui vont dire ah là là, mais mes enfants, mais des personnes qui ne sont pas touchées forcément par la maladie comme le cancer vont dire mais mes enfants m'appellent pas souvent, ils pourraient quand même prendre de mes nouvelles ou bon, ils m'appellent un peu trop, c'est un peu Tanguy le retour. Vous voyez, donc de toute façon, déjà, même sans la maladie, il y a déjà des attentes et des frustrations. Ouais, Et c'est vrai qu'avec la maladie, ça exacerbe un peu. ça exacerbe. Mhm. Et ce qui transparaissait aussi, c'est que souvent, c'est aussi un peu compliqué pour les enfants et les proches en général de se positionner parce que il y a ces changements de, 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 de ressenti, de Bien besoin, sûr. de fatigue. D'accordage, en fait, en permanence, à retravailler. Oui, C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes disent que il y a un jour, ça va bien aller et je pourrais faire plein de choses et le lendemain, je serai fatiguée, j'aurai besoin d'aide. Euh, pour l'entourage et les enfants, ça peut être compliqué bien de se sûr, bien positionner. sûr. Bah déjà, pour la personne elle-même, c'est compliqué parfois de dire bah, j'étais hyper en forme aujourd'hui, je suis super fatiguée. Bah, c'est très agaçant. Mhm. C'est éreintant, même psychiquement. Voilà. Après, c'est vrai qu'encore une fois, c'est les personnes elles-mêmes qui sont les baromètres. Et donc, c'est tout un apprentissage de pouvoir faire comprendre à ses plus proches que bah, voilà, là, ça va être variable, que c'est indépendant de sa bonne volonté et indépendant des autres aussi. Mhm. Et donc, en fait, les personnes qui arrivent à consentir à des renoncements répétés et à consentir qu'elles ne peuvent pas tout maîtriser malheureusement sur leur état de forme, vont pouvoir, comme ça, au gré des jours, dire, bon, bah, voilà, en fait, on avait prévu de partir aujourd'hui ensemble en excursion. Bah là, en fait, malheureusement, je ne peux pas. J'ai trop mal dormi cette nuit ou que sais-je. Et c'est vrai qu'il y a parfois, on arrive comme ça à trouver une concomitance du vécu des événements. Mhm. Les personnes bah, s'y résolvent, elles ne l'acceptent pas forcément, parce que c'est pas acceptable forcément, mais en tout cas peuvent s'y résoudre comme ça au gré des événements. Alors, il y a Marie-Pierre hein, qui a des enfants entre 27 et 35 ans et une petite fille, on y reviendra sans doute. Alors, elle a un groupe familial, WhatsApp, j'imagine, enfin un groupe de messages où elle donne les informations factuelles sur ses traitements. Ouais, brut, ouais. Euh, donc, je pense, comme ça, tout le monde a le même niveau d'information, mais elle culpabilise de leur donner de l'inquiétude. Bah Euh, oui. et elle dit Et qu'elle maman. voilà, elle dit qu'elle n'apporte pas la question de l'avenir, ça on va y venir aussi, de la Mm, vie ou de la mort, mm, alors qu'elle pense qu'ils forcément ils sont inquiets. mm. Euh, Oui. Bah, sur la question de la culpabilité, c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous avez à dire aux autres, vous n'avez pas du tout envie de leur dire, en fait. C'est-à-dire, voilà, on vient de me diagnostiquer un cancer métastatique ou je récidive et maintenant c'est métastatique. Il n'y en a aucune de vous qui un jour a eu, un, envie de l'entendre pour elle-même et puis deux, de le dire aux autres et notamment à ses enfants. mhm, Personne, personne, personne. Et donc ça, c'est vrai que ça suscite de la culpabilité parce que finalement, vous empêchez, la maladie, pardon, empêche le ciel serein dans la famille. mhm. Et vous savez que bah, du coup, vos enfants vont être préoccupés pour vous et que c'est normalement vous qui devez être préoccupés pour vos enfants parce que vous êtes leur maman. C'est ça. Donc ça, c'est inversement un peu des rôles. Voilà, c'est comme pour les personnes vieillissantes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et très culpabilisant pour les femmes. Et c'est des choses ça qu'on entend beaucoup, beaucoup en entretien. Alors que vous n'êtes pas responsable et eux non plus. Hein. Mhm, Personne ne l'est. Donc c'est comment est-ce qu'on consent à ce que ce soit là. Et effectivement, parce qu'on a à dire aux autres, tout le monde est suspendu au prochain scanner, etc., bah, vient mobiliser tout le monde. Et ça, on n'a pas le choix. Donc, mhm. ça, c'est sûr que voilà, vous n'en aurez jamais envie. En revanche, vous savez que c'est important de pouvoir informer et continuer à tenir informé. Et après, la deuxième chose, c'était quoi?
Ils n'abordent pas la question Ah oui, de ce qui va se passer, de la vie, de la oui. mort, alors qu'elles pensent que forcément, ils l'ont un peu en tête, mais Mm, mm, on va y venir à cette question ouais. d'après. J'en profite juste pour Mm. placer la question de Flavie, puisque ça rebondit avec ce que vous venez de dire. Elle a une fille en 3e année de médecine, donc forcément, elle doit avoir une très Elle est au bonne cœur du sujet. voilà, de ce qui se passe. Donc, elle a pris conscience de la gravité de la maladie de sa mère avant même sa mère. Et du coup, Flavie se demande comment conserver son rôle de maman rassurante quand finalement, on sait que sa fille en sait Peut-être plus. probablement plus qu'elle Mm, sur les tenants et aboutissants de sa maladie. mm. Bah, en fait, je pense que vous... enfin, il y a parfois, malheureusement, juste avant de ça, c'est qu'il y a parfois des situations où on ne peut pas forcément être rassurant. Et c'est Mhm. ça qui est compliqué aussi, là aussi, quand on est une maman. En fait, c'est pas normal de ne pas pouvoir rassurer ses enfants. En fait, c'est spontanément, très naturellement, on cherche à rassurer nos enfants, à leur trouver des solutions. Enfin, voilà. Donc déjà, on peut être retiré de ça Mhm. et dépossédé de ça à Ouais. cause de la maladie et de la réalité médicale. Après, effectivement, quand on a un enfant étudiant en médecine, un enfant oncologue, un conjoint oncologue, parce que j'ai aussi une situation comme ça, c'est sûr que bah, parfois ils ont des degrés d'information que la personne elle-même malade n'a pas, ils peuvent anticiper, etc. Après, je pense que votre fille, c'est peut-être aussi de pouvoir, vous, garder votre rôle de maman avec elle en lui disant, voilà, tu as tes études de médecine, il y a beaucoup de choses que tu vas certainement entendre, peut-être que tu vas savoir, et de pouvoir l'aider à ce qu'elle puisse avoir son savoir en tant que futur médecin, Mhm. et elle reste votre fille. Mhm. Oui, c'est pas Et son voilà, métier. mais c'est... Non, c'est pas son médecin, mais c'est surtout... Et je pense que ça doit être ça doit pas être simple pour sa fille. Oui. Parce que parfois, dans certaines choses, pour peu qu'elle passe en plus en oncologie pendant son externat, bon voilà, c'est des situations qui sont pas simples. Mhm. Et parfois, là, pour le coup, ça peut demander à être accompagné pour arriver à faire la part des choses entre ce qu'on entend, qu'est-ce qui est de la réalité. Après, ça peut être aussi un soutien pour le parent de se dire que on a un enfant ou un conjoint qui est de la partie et qui va peut-être pouvoir nous aider à mieux comprendre. Donc, ça Mhm. dépend aussi sous quel prisme on le voit. Mais ce qui est sûr, c'est que là, madame, en fait, votre fille, elle a accès, ou en tout cas, elle-même peut avoir envie d'avoir accès à des informations que vous ne lui aurez pas forcément donné ou que vous-même, vous n'avez pas encore en votre possession. Donc, c'est ça qui n'est pas simple. Oui, parce que peut-être que pour l'avoir un peu vécu, peut-être qu'aussi pour sa fille qui a ses connaissances scientifiques, d'avoir encore plus d'informations, c'est rassurant aussi pour elle. Ça peut être rassurant pour elle et ça peut être intéressant aussi. Alors, si la maman sent d'avoir cet échange, de dire, ben voilà, comment c'est pour toi d'être étudiante en médecine, d'avoir des informations sur ma situation, sur des situations qui se rapprocheraient, qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Et est-ce que je peux te poser des questions? Enfin, vous voyez, en fait, ensemble, vous pouvez aussi réfléchir à quoi faire de cette réalité. Oui, parce que finalement, ça peut être valorisant aussi pour sa fille. Elle peut peut-être se sentir un peu plus utile Voilà, elle peut en se sentir apportant ça utile, à elle sa peut mère. avoir un rôle. Mhm. Ouais. Mais parfois, effectivement, on a un niveau d'information par notre métier dont pourrait peut-être bien se passer à certains moments Ouais. aussi. Ouais. Donc voilà, c'est pas simple d'accompagner des personnes, enfin son propre parent, alors que soi-même, on est au cœur de ce métier. Mhm. Mhm. Alors, il y avait une question aussi qui revenait souvent, c'est donc forcément, on pense à la finalité au moment où il y aura plus de traitement efficace et où on arrivera à la fin de vie. Et souvent, ce que j'entendais quand j'ai fait l'article sur vivre avec un cancer métastatique, c'est que les femmes étaient aussi euh, entre deux ambiguïtés, le fait de vouloir gâter leurs enfants parce que bah souvent, c'est aussi une des grandes problématiques du cancer métastatique, c'est qu'on n'est pas capable les médecins sont pas capables de nous dire notre espérance de vie. Donc souvent, ces femmes essayent de profiter au maximum du temps et elles gâtent leurs enfants. Et en même temps, elles veulent pas non plus d'enfants gâtés et de leur transmettre des valeurs qui leur serviront quand elles seront plus là. Donc là aussi, c'est Mm. une ambivalence auquel Ça elle fait se ambivalent. confie,
Oui, c'est être ambivalent. C'est comme quand c'est un enfant porteur d'un handicap dans une fratrie. Qu'est-ce que on va accorder à cet enfant ou à la fratrie parce qu'on vit quelque chose de particulier. En fait, c'est vrai que là aussi, en fait, nos valeurs et notre manière d'être elles peuvent être chahutées Mhm. et revues. Et donc, c'est intéressant déjà d'avoir conscience éventuellement de cette ambivalence, du fait qu'on va peut-être accorder des choses, mais parce qu'on ne se voit pas faire autrement. Et Mhm. donc, c'est intéressant, je trouve, là aussi, de tenir compte de la réalité et de savoir ce qu'on va décider. Peut-être qu'on aurait fait autrement ou pas, d'ailleurs, on n'en sait rien, hein, si on n'avait pas été malade. C'est vrai. Et de voir qu'on est, on peut, alors ça peut susciter de la culpabilité. Moi, je trouve qu'il faut faire attention à ça aussi parce que de finalement décider consciemment, en disant, voilà, je sais pas trop un peu quel est mon devenir, j'ai décidé de faire un beau voyage ou de gâter peut-être plus mes enfants parce que c'est ma manière à moi de compenser ce qui se passe. Mhm. Voilà, quand on est consciente, moi, je pense que c'est intéressant aussi. Bon. Voilà. Bah, vous Mais parliez. après, voilà, il y a un autre sujet qui est là et encore différent, c'est quand la personne n'a plus forcément l'énergie pour, par exemple, éduquer comme elle aimerait ses enfants. Là, c'est Ouais. encore autre chose parce que la question, voilà, des cadeaux ou des événements comme ça qu'on n'aurait peut-être pas fait autant et où Mhm. on a l'impression que c'est peut-être trop par rapport à l'éducation qu'on voulait donner, ça c'est un point. Mais il y a aussi parfois une réalité physique ou même psychologique qui fait qu'on n'est pas en capacité. Et donc ça, c'est compliqué aussi pour la maman de se sentir dépossédée de ça et de ne pas pouvoir voilà, donner ce qu'elle aurait aimé donner à son enfant. Mhm. Alors, vous parliez des voyages. Il y a certaines femmes qui avaient témoigné dans le magazine du fait qu'elles avaient envie de laisser des souvenirs justement dans l'après, dans ce qu'on laisse aux enfants. Donc là, on a parlé des valeurs qu'on va leur inculquer, mais il y a aussi cette idée de laisser des souvenirs, partir en voyage dans un endroit extraordinaire, on va faire des photos. Euh, comment ça peut être vécu par l'enfant, ça, de dire allez, on va faire un super voyage en sachant que c'est pas un voyage anodin, hein, finalement. Oui, alors après, moi, je pense que ça dépend comment est envisagé ce voyage et comment est-ce qu'il est proposé et présenté. Et donc, euh, si c'est parce que c'est le cas ou parce que c'est pensé comme ça, le dernier voyage en famille, c'est sûr que ça n'aura pas la même incidence que, bah voilà, en fait, on a envie de se faire plaisir parce que le quotidien est suffisamment ardu, qu'on ne sait pas trop de quoi l'avenir est fait. Et donc, on a envie, vous voyez, c'est quand même différent Ouais. de le faire. Et je pense que chaque projet a son sens quand il est porté par le ou les parents. Voilà, et après c'est sûr, quand on se dit que c'est le dernier, ça a une incidence particulière. Et moi, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de personnes dans cette démarche-là parce que c'est soi-même se dire qu'ensuite on va mourir, quoi. Et donc, C'est de on a quand savoir. même tous et toutes besoin de se projeter dans autre chose, même si parfois on est clairvoyant sur le fait que la situation peut être préoccupante. Mhm. Euh, de fermer comme ça son histoire, c'est quand même assez rare qu'on puisse le faire, en fait. Parce qu'il y a une Mhm. part de nous-mêmes qui n'a pas envie d'y croire. Ouais. Et notamment, ça va chez beaucoup de mamans, en fait, on peut être clairvoyante sur le fait qu'il y a des risques ou que c'est quand même préoccupant. Vous parliez des traitements encore possibles, voilà. Et en même temps, il y a une part de soi, quand on est maman, de dire que c'est pas possible, en fait. Ouais. Bah, parce qu'on est maman, quoi. Et même si on a un enfant qui a 25 ans, ou après on l'envisage différemment quand on a des enfants en bas âge, mais il y a une part de soi, et ça, toutes les mamans que j'ai pu accompagner depuis 20 ans, elles me l'ont toujours, toujours dit en préambule, hein. Ouais, c'est pas envisageable. Je sais, mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça. C'est pas Et ça, je l'ai beaucoup entendu dans la même phrase. Voilà, donc comment est-ce qu'on navigue là-dedans Ouais. Mais il y a Delphine qui nous dit pour annoncer la fin qui va arriver, que conseillez-vous comme discours aux enfants en sachant qu'elle a un fils de 25 ans. Voilà. Demandez- Bah, en fait, après, je connais pas du tout la situation depuis quand Oui, vous c'est êtes ça. malade, etc. C'est Mais je pense que trop compliqué, mais- comment? Non, je disais, c'est vrai que donner des conseils comme ça en contexte, c'est un peu. Non, non, mais du coup, je repars de ça, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi, ça va être quelle est l'histoire? Est-ce que c'est très récent? Est-ce que ça fait plusieurs années? Voilà, et repartir de ça en disant, bah voilà. Et moi, je conseille souvent de pouvoir dire, voilà, où est-ce que vous en êtes resté? Mhm. Qu'est-ce que votre enfant, votre ado, votre adulte a déjà comme information? Donc, il y a des personnes, bah, et les enfants n'ont pas d'informations, ça arrive, hein. Et Mhm. d'autres personnes, il va en être, ah, bah, maman est malade, et puis voilà.
et n'ont pas forcément suivi le fait que ça se compliquait. Bon. Et donc, après, c'est partir de là où la personne en est et l'enfant en est et d'avancer dans l'histoire. Par exemple, bah, tu vois, la dernière fois qu'on en a parlé, j'en suis là. Là, tu vois, je suis plus fatiguée. Bah, voilà, j'ai vu le médecin. Pour l'instant, il n'y a pas de traitement disponible. Donc, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Enfin, vous voyez, donc ça, c'est reprendre le déroulé de là où on l'a laissé. D'accord. Et moi, je conseille, pour en parler aussi, c'est de s'appuyer sur la parole médicale, au sens où dire, voilà, j'ai vu les médecins et les Mhm. médecins sont plus préoccupés que d'habitude, ou les médecins sont embêtés parce qu'il n'y a pas d'autre traitement, ou les médecins sont inquiets. Et en fait, de s'appuyer sur cette parole, qui en plus est vraie, hein, enfin, vous l'avez eu en consultation, fait que ça va vous permettre, c'est moins vous qui annoncez qu'à travers une parole médicale qui vous a été donnée et qui vous concerne, alors c'est votre rôle d'en parler à vos enfants. D'accord, parce qu'on a Et donc, l'information. et ça, c'est très soutenant aussi. Et donc, quelle que soit l'histoire de votre maladie, c'est-à-dire que de pouvoir dire, bah voilà, les médecins sont inquiets ou les médecins réfléchissent, Mhm. ça peut vraiment être soutenant pour vous. Et Mhm. ça peut être bien entendu et bien compris aussi par les enfants ou le conjoint ou l'entourage. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est quand on Ça a... marche très bien, hein. Ouais, de Je passer... l'ai expérimenté plusieurs fois. Mais l'histoire, moi, je trouve que ça a toujours été important de revenir sur l'histoire et de ce qu'on s'est déjà dit. Oui, Que quand on parle de quelque chose, on ne parle pas comme ça de quelque chose qui arrive tout d'un coup, en fait. C'est-à-dire que il y a des c'est le choses qui se sont changement. passées. Mhm. Et même si, en fait, il y a des histoires de maladies métastatiques qui sont plus ou moins longues. Il y en a Mhm. qui durent depuis 10 ans et puis d'autres qui sont très récentes. Mhm. Et donc, bah, là aussi, en fait, il y a de toute façon un début à l'histoire. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment important de partir de ça. Alors là, c'est dans le cas où on a des éléments de réponse. Delphine, en fait, elle a précisé que en fait, son fils lui avait posé la question de la fin au tout début de Ah son bah oui, diagnostic. ça, c'est souvent le cas. C'était quand même il y a 5 ans. Donc, il Ouais. faut quand même dire que maintenant, avec les progrès de la médecine, on vit avec un cancer Mais métastatique, une ouais, maladie on peut vivre. chronique. Alors, comment on répond à ces questions quand finalement on n'a pas d'éléments de réponse à ce moment-là? Bah, moi, je pense que c'est important de le dire, en fait. C'est-à-dire Mm. que de redire. Alors après, ça dépend ce qu'on en a compris. Aujourd'hui, la question de la maladie chronique, elle est quand même exprimée, expliquée beaucoup plus vite en consultation médicale D'accord. que moi, quand j'étais terminée à l'hôpital il y a 6 ans. En fait, ça a commencé à vraiment faire partie du jargon, en fait. C'est Oui, comme si c'était une nouvelle terminologie médicale en oncologie. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Existait déjà en diabétologie, en cardiologie, etc. Donc c'est Ouais. quand même encore récent, mais ça l'est beaucoup plus. Et donc je Mhm. pense que c'est de voir aussi, de pouvoir expliquer, dire bah tu vois, là c'est une maladie chronique qui peut être grave si on a envie de le formuler comme ça. Et là, pour l'instant, je ne peux pas te répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les médecins ne sont pas en mesure Mhm. de le dire. Et donc, c'est apprendre à vivre avec Oui. le fait que j'ai une maladie qui sera toujours là et qui nécessitera toujours ou très souvent des traitements. Mhm. Mhm. Et ça, c'est la définition de la chronicité, hein. Une Oui, c'est ça. maladie qui sera toujours là, à plus ou moins bas bruit, haut bruit, avec des traitements qui vont générer des effets secondaires, des incertitudes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire quand on ne sait pas. Et puis Mhm. après, quand on a une autre information, parce que la maladie évolue, parce que on a déjà usé plusieurs traitements, Mhm. là, on va dire, tu vois, tu m'as posé la question il y a quelques temps, là, il y a les médecins qui m'alertent là-dessus. Mais Mhm. là, faut être... c'est pas toujours simple, hein, de devoir dire ça à ses enfants. Donc, mais s'appuyer sur la parole médicale et ce qu'on en a compris, moi, je Mhm. trouve que c'est vraiment un bon soutien. Et en plus, c'est la réalité. Oui, très bien. On n'a pas d'autres questions. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur votre expérience de cette relation entre parents et enfants dans ce contexte-là. Non, enfin, pour continuer sur ce qu'on disait là, je trouve que la question de est-ce que tu vas mourir ou pas, c'est Mhm. une question que les enfants peuvent poser de manière très cash, Mental. hein, encore Oui, une oui, fois, oui. enfin sans filtre, et Oui. temps est petit, et aussi au gré des événements, de ce qui a pu se passer dans leur école, dans la famille. Oui. Voilà, donc ça c'est sûr que quand on commence à parler avec ses enfants, quel que soit l'âge, il faut être aussi prêt dans sa tête à des questions qui vont arriver qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, Mhm. auxquelles on n'a pas forcément envie de répondre et qu'on n'a pas forcément vu venir. Ouais. Donc, du coup, c'est quand même une préparation mentale quand on est parent, et notamment maman, quand on a des choses importantes à dire à ses enfants. Mhm, mhm.
Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un conseil, voilà, de pouvoir dire, OK, là, je décide que j'ai envie de lui ou leur parler, voilà comment je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire, mais il y a ce que j'ai envie de leur dire, ce que je ne souhaite pas leur dire, par exemple, pour l'instant, mais il va peut-être y avoir des questions. Donc, comment est-ce que j'y réfléchis pour se laisser le moins surprendre possible. Ok, donc Voilà, anticipe. mais voilà, après, c'est le charme aussi des enfants, quel que soit leur âge, de parfois nous laisser face à des questions qu'on n'avait pas forcément vu venir, quoi. Ouais, ouais, anticipe. Très bien. Eh ben, je vous propose de terminer là-dessus. Alors, je rappelle quand même aux personnes qui nous suivent que nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux proposent un programme dédié aux femmes atteintes de cancer métastatique. On sait qu'il y a peu d'accompagnements qui sont vraiment dédiés aux femmes avec un cancer métastatique et que vos questions sont assez différentes de femmes qui ont un cancer localisé. Donc, n'hésitez pas à venir dans nos maisons Rose Up et à vous informer. Le retour qu'on a eu aussi sur l'article dont je parlais, l'urgence de vivre concernant le vécu de femmes avec un cancer métastatique qui est paru dans le dernier numéro de Rose Magazine. On a eu pas mal de remontées de lectrices qui nous disent qu'en fait, elles l'ont fait lire à leurs proches et à leurs enfants, et que ça les a aussi aidés à comprendre un peu ce qu'elle vivait. Donc, Intéressant. n'hésitez pas à faire tourner aussi cet article. Il sera mis, si vous n'avez pas le magazine, vous pouvez vous le procurer en ligne, mais on va également mettre l'article en ligne sur notre site internet rosetireupfr dans les mois à venir, donc vous pourrez vous y référer. Pour les personnes qui ont raté le début de ce webinaire, il sera également en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, Voilà. je veux juste ajuster par rapport, je me permets, par rapport au magazine, c'est-à-dire que ça peut être des bons médiateurs, et il y a quand même pas mal de livres ou d'ouvrages maintenant qui ont été faits et très bien faits pour comment dire à ses enfants en fonction des âges. Et c'est pas tant de lire l'histoire, mais parfois c'est de s'en inspirer pour trouver des mots qui, hop, vont vous parler et vont dire, ah bah oui, tiens, je pourrais peut-être lui dire comme ça, bah tiens, j'ai pas pensé à lui expliquer comme ça. Et donc ça, c'est intéressant parfois de se servir de support, et ça peut être les psychologues qui ont ça dans les services où vous êtes soignés, pris en charge, qui vont être parfois pouvoir vous conseiller, sans forcément votre enfant aille voir le psy lui-même. D'accord. Voilà. Et là, ça vous redonne, bah voilà, vous êtes les parents et ça vous redonne la compétence de parent. Donc ça, c'est important. Ah oui, alors d'ailleurs, sur notre site internet, rosetireupfr, on a un article où on essaye de référencer tous ces petits livres qui peuvent être utilisés comme support pour parler avec les enfants. Donc, n'hésitez pas à vous y référer également. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci encore pour vos éclairages précieux. Merci à toutes celles Avec plaisir. qui nous ont suivis aujourd'hui, et je vous dis à bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci, au revoir.